Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette session. Alors, on va attendre encore quelques minutes que tout le monde nous rejoigne. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous écrire dans le chat d'où est-ce que vous nous suivez aujourd'hui. De Paris, de Bordeaux, de Marseille, Montpellier, la Corse, Nancy, Bordeaux, les Vosges, Rennes, Lyon, Grenoble, Martinique, Dunkerque à nouveau, Angers, Rennes. Ah non, je répète Rennes, non, il n'y a qu'une fois Rennes là. Rennes à nouveau, Paris, excellent, merci, Lyon, Machecoul, Metz et Nancy, Haute-Loire. Un grand tour de France finalement. N'hésitez pas aussi à nous écrire ce que vous attendez peut-être de ce webinaire. On verra si on répond à tous vos besoins. On a Saintes, on a encore Paris. Les Yvelines. Je ne sais pas quelle météo il y a chez vous. En tout cas, de mon côté sur Rennes, c'est plutôt gris. Alors, c'est pas parce que c'est la Bretagne, c'est parce que c'est la météo du moment. Voilà. Alors, perso, je suis en Bretagne et j'ai dû fermer mes rideaux parce qu'il y avait trop de soleil. Ah, voilà. Donc, voilà. Je suis à Quimper, personnellement. Comme quoi. Ceci dit, il y a quand même des nuages et il y a des averses, mais là, c'est vraiment grand soleil. Vive la Bretagne, merci Romy. Soleil dans l'Est avec du vent, ok. Bon, qu'est-ce que t'en dis? Parce qu'il y a quand même beaucoup de diapos, on peut peut-être démarrer. On va commencer, je vois que le nombre de participants commence à se stabiliser. Alors, petite consigne avant de démarrer, vous avez donc bien compris, il y a un onglet chat pour réagir à ce qu'on dira, mais vous avez aussi un onglet questions, où vous allez pouvoir de ce fait poser vos questions. Vous pouvez voter aussi pour les questions, pour les faire remonter, on y répondra en priorité et on pourra aussi les afficher avec vous. Alors, juste une petite parenthèse, les semaines de l'évolution, voilà, ça se termine aujourd'hui, ça a commencé le 9 octobre, donc ça se termine aujourd'hui le 20 octobre, qui était co-organisé par différents opérateurs du CEP, l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antera RH, Corse et Axis Martinique. Donc tous ensemble, nous sommes des opérateurs du CEP auprès des salariés du privé et des indépendants. Donc pendant 2 semaines, on a fait plus de 100 webinaires, on termine avec vous aujourd'hui. J'espère que pour ceux peut-être qui participent aujourd'hui, vous avez peut-être eu l'occasion de participer à d'autres webinaires. En tout cas, voilà, on termine cette édition aujourd'hui. Je vois que ma collègue Delphine est arrivée, donc je vais pouvoir vous laisser vous présenter. Super, alors bienvenue à toi Delphine. Je vais commencer par me présenter pour te laisser t'installer. Donc, je suis Emmanuelle Diévard, conseillère en évolution professionnelle. Donc, j'accompagne les personnes sur le terrain et je suis basée à Quimper. Et donc, bonjour à tous. Effectivement, après quelques désagréments de connexion, j'arrive enfin. Donc, je suis Delphine Richard. Je suis également conseillère en évolution professionnelle. J'interviens en Pays de la Loire à Nantes et j'accompagne effectivement les salariés et les indépendants sur le terrain, donc de manière opérationnelle. Voilà. J'étais là en backup, donc je vais vous laisser continuer le webinaire. Je reste en retrait et très bon webinaire à tous. Merci Morgane. Merci Morgane. Alors, sur ce webinaire, nous allons développer plusieurs thématiques. Voilà, c'est la thématique principale, c'est développer les compétences de mes salariés. Vous savez, aujourd'hui, l'entreprise est en pleine mutation. Il y a un contexte qui est très spécifique. Et face à ces défis, comment je vais développer les compétences de mes salariés? Voilà, Delphine, je te laisse la parole pour cette première diapo. Donc, effectivement, ce webinaire
s'inscrit pleinement dans le cadre de la nouvelle loi qui est arrivée donc tout début 2019, qui était celle de choisir son avenir professionnel et qui a pour objet de rendre très acteurs tous les actifs de leur parcours professionnel. Et donc l'enjeu de cette loi est bien de développer des compétences, mais surtout en rendant l'accès à la formation beaucoup plus simple, plus juste et plus transparent, donc à travers différents dispositifs qu'on va évoquer là. Et puis avec des mesures qui réforment pleinement donc le système de la formation professionnelle et de l'apprentissage, des éléments peut-être dont vous avez déjà entendu parler à travers vos OPCO si vous représentez des entreprises. Les objectifs de cette nouvelle loi est bien d'amener l'actif à décider de son propre avenir professionnel à travers des formations et l'acquisition de compétences, quelle que soit la situation de départ, et tout en étant accompagné dans sa reconversion professionnelle, donc, notamment à travers le CEP. Voilà pour l'introduction plus légale. Je te laisse la main, Emmanuel. Ok, alors merci. On a les compétences à activer en fait. Dans la notion de compétences, en fait, souvent on entend qu'est-ce que vous avez comme compétences, c'est des compétences pratiques. Il y a pas que effectivement le savoir-faire, il n'y a pas que ce que vous savez faire, il y a aussi les connaissances pour le faire et les savoir-être pour le faire. Je vais donner un exemple concret pour que vous compreniez. Par exemple, pour conduire. Le savoir-faire, c'est conduire, passer les vitesses, faire une marche arrière, marche avant, etc. Connaissance, c'est le code de la route. Ok. En termes de savoir-être pour conduire, ça peut être par exemple la dextérité ou bien la patience ou bien autre. Chacun a les qualités qui déterminent. Voilà. C'est lié à un contexte et c'est aussi une idée de construction. Voilà. C'est vrai pour bien définir cette notion de compétence. Et il y a André Chauvet en fait qui est un maître en la matière qui le résume. Et j'aime bien la lire. Ce que je mets en œuvre au quotidien pour réussir une activité, c'est ça une compétence. Donc, pourquoi développer les compétences de mes salariés? Alors, l'intérêt pour l'entreprise, évidemment, je dis évidemment, mais ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, c'est pour développer la compétitivité, la performance de l'entreprise, l'adaptabilité des compétences, et dont les formations obligatoires. C'est vrai que c'est important dans une entreprise, en fait, notamment de faire repasser les CACES ou autres, en fait, qui sont obligatoires, ou les permis divers et variés. Voilà. Et c'est aussi pour l'entreprise un moyen de former ses salariés, c'est aussi un moyen de les fidéliser, parce qu'il y a des entreprises qui encore aujourd'hui ne forment pas régulièrement leurs salariés, et ça veut dire que les salariés ne maintiennent pas un niveau de compétitivité sur le marché. Voilà. Donc, elles peuvent, l'entreprise, via le plan de développement des compétences, développer les compétences des salariés. Pour le salarié, l'intérêt, en fait, c'est évidemment d'accéder à l'emploi plus facilement une fois qu'on est formé, et de rester compétitif. Ça permet aussi de changer d'emploi plus facilement, parce que si je suis rentrée en tant que secrétaire il y a 20 ans et que j'ai pas remis à ce jour mes outils informatiques, par exemple, il y a des grandes chances, en fait, qu'aujourd'hui, je suis un peu perdue, vous voyez. Ça permet aussi de progresser dans l'entreprise, d'adapter ses compétences à l'entreprise et à son besoin du moment et de se reconvertir. Donc là, il y a plein de choses qui peuvent se faire par le compte de personnel de formation. Évidemment que ces thématiques-là s'abordent en entretien professionnel. Si vous ne savez pas bien le préparer, n'hésitez pas à contacter un conseiller en évolution professionnelle. Et de toute façon, pour ces questions-là, vraiment, n'hésitez pas non plus à contacter un conseiller professionnel parce que on peut vous aider à identifier de quoi vous avez besoin et surtout à le verbaliser. N'hésitez pas à me dire si je parle trop vite. Nous avons 37 diapos au total et j'ai un peu peur de ne pas arriver au bout dans les temps. Donc, j'ai accéléré ma voix, mais si c'est trop vite, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à faire des commentaires dans le chat ou dans les questions. Voilà. Et pour l'instant, aucune question, Emmanuel. Merci. Alors, l'entretien professionnel, un outil incontournable. J'ai déjà commencé à en parler dans la diapo précédente. C'est vrai que aujourd'hui, l'entreprise, elle a 3 obligations lors de l'entretien professionnel. C'est de parler de la validation des acquis de l'expérience, du CPF et du CEP. Et c'est obligatoire partout. Ça, c'est vraiment important. Alors, je vois une question dans le chat. En fait, vous n'aurez pas en fait le PDF tel que vous aurez accès au replay des webinaires la semaine prochaine. Vous n'aurez pas accès au diaporama comme ça.
Lors de l'entretien pro, sous quel format se présente lors de l'entretien professionnel, sous quel format se présente l'obligation d'informer le salarié? Alors, lors de l'entretien pro, le format des entretiens pro suivant les entreprises est pas forcément le même. Ils font ça dans l'ordre qu'ils veulent. Et d'ailleurs, en fait, quand je dis dans l'entretien pro, le CEP, en fait, l'entreprise a l'obligation d'en parler aux salariés. L'entretien pro est un moment privilégié pour le faire. Mais du moment que le salarié est informé, c'est bon. C'est pas obligé d'être dans l'entretien pro. Est-ce que ça répond à votre question? Je pense, je vais attendre. On peut dire sous le format, ça peut être soit évidemment à l'oral et c'est l'occasion d'un échange, soit ça peut être le fait d'informer par certaines plaquettes, flyers, sites internet concernant le CEP, concernant le CPF, concernant la VAE. Donc voilà, ça peut être sous forme écrite, site et orale. Alors, il y a quelqu'un qui demande si certains conseillers sont en capacité d'accompagner des salariés non francophones en anglais. Alors, de manière officielle, je ne sais pas, mais moi j'ai une collègue à Carhaix, par exemple, qui est bilingue. Mais je pense que ça peut être une demande, en fait, quand vous téléphonez sur la plateforme pour prendre rendez-vous, je pense que ça peut être une demande et que ça peut exister. En tout cas, j'ai une collègue, en fait, qui est complètement bilingue et pour laquelle ça ne poserait aucun souci, je pense. Après, je ne sais pas si c'est prévu dans le dispositif. Très sincèrement. Voilà, je pense que c'est une question en fait où se rapprocher en fait directement en fait de la plateforme pour poser la question, pour avoir une réponse très précise et qui rentre dans le cadre de la prestation. Voilà. Alors je continue en fait. Donc l'objectif de l'entretien professionnel, c'est vraiment de faire le point sur le parcours de professionnel de chaque salarié, et c'est vraiment un moment privilégié pour identifier en fait quels sont ses souhaits d'évolution. Évolution, c'est pas forcément en fait vertical, ça peut être aussi horizontal. Élargir ses compétences. Allez, vous voyez, quelquefois évolution, on imagine tout de suite, c'est pour grimper dans la hiérarchie, pas forcément. C'est pas forcément ça. Hein, c'est vraiment élargir ses connaissances, ses compétences par rapport à une thématique ou par rapport à des choses qu'on fait à l'extérieur et dont on n'a pas forcément parlé en interne. Imaginez par exemple une entreprise qui cherche quelqu'un qui parle anglais et en fait elle fait une annonce en interne pour demander si quelqu'un est bilingue anglais parce qu'ils auraient besoin de quelqu'un au service administration des ventes qui puisse échanger de manière plus fluide avec ses clients. Et si elle trouve la personne en interne, elle n'aura pas besoin de la chercher en externe. Et ça, par exemple, c'est des compétences qui pourraient être exprimées en entretien professionnel. Voilà, moi je suis bilingue anglais. Est-ce qu'il y aura des possibilités ou est-ce que j'ai ça que j'ai dans mon autre carrière j'ai fait ça. C'était pas dans l'intitulé métier, mais je l'ai fait. Est-ce que ça pourrait être possible d'être mis en place ici? Peu importe la demande, c'est vraiment l'occasion de faire connaissance, de mettre en relief ce que vous avez, j'ai envie de dire, dans votre besace compétences et ce que vous avez envie de faire ou ce que vous avez envie d'acquérir. C'est un moment privilégié pour échanger avec l'entreprise pour ça. Hein, l'avantage, évidemment, ça permet d'entretenir les motivations du salarié quand on lui demande ce qu'il a envie de faire et pas ce qu'il est obligé de faire. Donc, c'est un petit peu différent et ça établit des relations, j'ai envie de dire, gagnant-gagnantes. Donc, le plus de CEP, vous l'avez compris, hein, les entreprises ont plutôt intérêt à communiquer sur le CEP pour que les salariés, ils préparent leur entretien professionnel. C'est vrai que c'est pas évident de le faire tout seul. Le faire en interne avec quelqu'un de l'entreprise, comme il est de l'entreprise, qu'est-ce qu'il va penser? Alors qu'avec une tierce personne, voilà, on vous aide, il n'y a pas de jugement, on ne connaît pas Duduche qui est à la compta ou machin, on ne connaît pas et ce sera peut-être plus simple pour vous. Alors, quelques questions avant peut-être d'aller plus loin. Emmanuel, Véronique dit, cela veut dire que c'est uniquement écrit, cela suffit, pas besoin d'en parler à l'oral. Moi, j'ai envie de dire qui peut le plus, peut le moins. On peut très bien accompagner quand même quelques phrases pour, en même temps que de donner un flyer, par exemple, sur le CEP ou en informant sur le site de mon compte formation, par exemple. Voilà, pas d'obligation légale par rapport à ça. L'obligation légale étant d'en informer. Elisabeth, y a-t-il une certification pour devenir un conseiller CEP pour, par exemple, du personnel dans un service RH? Alors, Elisabeth, je ne comprends pas tout à fait la question, c'est-à-dire en interne, avoir un conseiller CEP au sein du service RH, c'est ça?
Alors en fait, nous allons voir un petit peu plus loin en fait les structures qui peuvent délivrer le CEP et ça ne peut pas se délivrer en interne d'une entreprise. Bonjour, je ne vois pas la VAE sur le document concernant les obligations lors de l'entretien. Effectivement, en fait, c'est pas noté. Je suis désolée, mais ça en fait partie et c'est pour ça que je l'ai cité. Et je ne l'avais pas vu. On a pourtant regardé la diapo hier, mais je l'avais pas vu. Donc c'est pour ça que je l'ai rajouté à l'oral. C'est ça. Donc on va pouvoir passer aux dispositifs mobilisables. Donc alors les dispositifs. Attends, pardon, j'ai été trop vite sur les diapos, je crois. C'est ça. Mince. Pardon, excusez-moi. À la suivante, pas de souci. Donc les dispositifs mobilisables, ils sont de plusieurs ordres et en fait selon différentes modalités. Donc ils peuvent être soit à l'initiative de l'employeur. Donc on va détailler un petit peu plus loin dans les slides les différents dispositifs. Donc il y a le plan de développement des compétences, les dotations volontaires et les droits supplémentaires, et puis le dispositif qui s'appelle transition collective. Il y a les dispositifs qui sont mobilisables uniquement à l'initiative du salarié, donc plutôt à droite, donc à travers le CPF, le compte personnel de formation, le PTP, donc on a énormément d'acronymes cet après-midi, le projet de transition pro, le bilan de compétences, la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience, et puis la certification CLEA. Et puis, il y a les dispositifs qui sont mobilisables d'un commun accord. Donc, il y a les dispositifs d'alternance, notamment donc le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage, la PROA et la FEST, qui est l'action de formation en situation de travail, / tutorat, puisqu'on peut également mobiliser ce dispositif-là. Donc, on va détailler chacun de ces dispositifs. Alors, on va pouvoir passer à la slide suivante. Alors, à l'initiative de l'employeur, donc il y a le plan de développement des compétences que vous devez connaître bien évidemment, donc qui prend la place, je dirais, du plan de formation, enfin anciennement appelé plan de formation. Et donc, on est bien sur un outil à l'usage de l'employeur pour développer les compétences de ses salariés, qui concerne donc toutes les entreprises et tous les salariés, quelle que soit leur taille et le type de contrat du salarié et la durée également. Et puis, il regroupe l'ensemble des actions mises en place par l'entreprise pour répondre aux besoins en compétences à court, moyen ou long terme. Donc, effectivement, ça peut être un plan sur plusieurs années. L'entreprise a, à travers ce plan, obligation de consulter les représentants du personnel sur ce plan dans le cadre de la politique sociale et notamment des conditions de travail. Voilà, rien de particulier là-dessus. Donc, en fait, il concerne, ce plan de développement des compétences, un certain nombre d'actions de formation retenues par l'employeur pour ses collaborateurs. Donc, quelle que soit l'ancienneté des collaborateurs, il n'y a pas de minima d'ancienneté, il n'y a pas non plus de type de contrat, il n'y a pas de durée de contrat non plus. Donc, pour quel type de formation? Eh bien, pour des formations obligatoires et non obligatoires qui peuvent regrouper le bilan de compétences, la VAE, les actions de lutte contre l'illettrisme, CLEA, dont on parlera tout à l'heure. Elles peuvent être suivies selon différents types de modalités, ces formations. Elles peuvent être suivies en situation de travail, donc notamment avec la FEST dont on vient juste de parler, en présentiel ou tout ou partie à distance, en externe directement au sein de l'organisme de formation et sur ou en dehors du temps de travail. Si on est sur le temps de travail, il nous faudra évidemment l'accord de l'employeur. Le collaborateur conserve pendant ses formations réalisées sur le plan de développement des compétences son statut de salarié. Il continue à être rémunéré de la même manière et conserve sa protection sociale habituelle. Le contrat de travail n'est pas suspendu quand on est en formation dans le cadre du plan de développement des compétences. Et puis, ce plan de développement des compétences concerne les entreprises de moins de 50 salariés qui peuvent bénéficier d'un financement de ce plan par les OPCO dont elles sont adhérentes. Chaque entreprise dépend d'un OPCO, donc d'un organisme paritaire collecteur, aujourd'hui qui sont au nombre de 11 et qui sont sectoriels, en fonction vraiment des branches d'activité.
Le dispositif suivant, donc Transco, qui est donc l'acronyme de transition collective, dont vous avez peut-être entendu parler, puisqu'en fait, il est mis en œuvre depuis début 2020, et donc avec le Covid. Et donc, Transco concerne différents types d'entreprises. Donc, vraiment, les entreprises qui sont en mutation sectorielle ou en baisse d'activité durable. Ça a été le cas notamment au tout début du Covid, là, avec pour les entreprises de l'hôtellerie-restauration, du tourisme, par exemple, ou alors les entreprises qui sont en fort besoin de recrutement sur des métiers porteurs, donc qui sont des secteurs de la transition écologique, la transition numérique, la santé, les soins, etc. Les critères d'éligibilité pour les Transco sont identiques à ceux du PTP, donc du projet de transition professionnelle, pour les salariés et pour les intérimaires. Ça veut dire quand même que les intermittents aujourd'hui n'ont pas accès à ce dispositif de Transco. Ce dispositif est bien établi sur la base du volontariat pour le salarié et il peut suivre une formation certifiante, c'est-à-dire qu'il soit inscrite à des répertoires, donc le répertoire national des certifications professionnelles, donc le RNCP, ou dans les répertoires spécifiques. Ce Transco peut permettre aux salariés, par exemple, de se former sur un ou sur plusieurs blocs de compétences d'une certification. Il n'est pas obligé de s'engager sur la totalité de la certification. Et puis, ça peut aussi concerner une VAE. La durée de la formation dans le cadre de Transco ou de l'accompagnement, puisque ça peut être un accompagnement dans le cadre de la VAE, peut aller jusqu'à 24 mois ou 2400 heures pour se reconvertir vers un métier porteur localement. La liste des métiers porteurs se trouve sur le site de Transition Professionnelle et Transition Pro est un organe régional. Donc, vous avez accès pour tous donc, au site de Transition Pro de votre région qui établit ces listes de métiers porteurs pour savoir si, pour le coup, vous pouvez prétendre à Transco. Et puis, ce qui est pris en charge, ce sont les frais pédagogiques, donc les frais de formation. Il peut y avoir également une participation à des frais annexes. Et puis, la rémunération, elle est prise en charge aussi par Transition Pro. Donc, ça, c'est vraiment un dispositif intéressant pour le salarié, puisqu'en fait, le salaire est pris en charge par Transition Pro et les frais de formation également. Pour mener à bien le dossier de Transco, le salarié doit être accompagné obligatoirement par un conseiller du Conseil en évolution professionnelle. Donc, on reviendra également sur les opérateurs qui peuvent délivrer le CEP. D'un commun accord, je te laisse la parole, Emmanuel. Ok. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, en fait. Alors, il y a peut-être quelque chose dans le chat. Alors, est-ce que la digitalisation nécessaire, impérative des entreprises du retail est-elle considérée comme une mutation sensorielle? Je pense, oui. Clairement, en fait. Par exemple, les mutations, en fait. Oui, ouais, ça peut être aussi, par exemple, dans l'automobile, où on passe du moteur thermique au moteur électrique. Forcément, les métiers sont plus les mêmes. C'est un gros changement, vous voyez, par exemple. Voilà. Alors, le contrat pro. Donc, c'est vrai que le contrat professionnel, en fait, quelquefois, on peut confondre avec le contrat d'apprentissage. Le contrat pro, en fait, alors, c'est pour les salariés de plus de 26 ans, d'accord? Donc, de 16 à 25 ans révolus, formation initiale, et les 16 à 30 ans. Alors, les demandeurs d'emploi 26 ans et plus, les bénéficiaires du RSA et ayant bénéficié d'un contrat d'insertion. Ça, c'est pour intégrer ça. Il faut évidemment, Delphine a déjà commencé à parler de ça tout à l'heure, les formations, il faut qu'elles soient enregistrées au registre national des compétences professionnelles, qu'elles soient reconnues en fait par la Convention nationale de la branche et qu'elles ouvrent droit à un CQP branche ou interbranche. Donc voilà. Après, bon, la durée, 6-12 mois, 24 à 36 mois. Et les financements, les aides. Ça, c'est intéressant aussi.
En fait, les aides sont par l'OPCO, voilà, qui peut financer des actions de formation. Et suivant les branches de métier, c'est pas forcément les mêmes. Donc là, ce serait intéressant de vous tourner votre OPCO pour savoir en fait ce que vous avez le droit. La rémunération, évidemment, c'est selon l'âge de l'alternant. En fait, ici, ça aurait dû mettre contrat d'alternance et pas de professionnalisation, en fait, parce que l'alternance, il y a le contrat d'apprentissage et il y a aussi le contrat de professionnalisation. Voilà. La rémunération, en fait, c'est vraiment suivant le niveau, pas le niveau, suivant l'âge de l'alternant. Jusqu'à ici, par exemple, vous avez une aide jusqu'à 29 ans résolue de 6 000 €. C'est dans le contrat d'apprentissage. Dans le contrat pro, en fait, vous n'avez plus que 2 000 €. Voilà, que ce soit en fait pour l'embauche d'un demandeur d'emploi âgé de 45 ans et plus ou pour un demandeur d'emploi de 26 ans et plus attribué par Pôle emploi. Voilà. Donc, n'hésitez pas une fois de plus à solliciter un conseiller en évolution professionnelle pour choisir le moyen le plus adapté à votre dispositif. Alors, Elisabeth demande pas de financement pour les RQTH. Alors en fait, quand on est en fait quand on est bénéficiaire quand on est travailleur handicapé, on peut bénéficier en fait des mêmes avantages que le contrat d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a déjà une aide de 6 000 € et après en fonction des OPCO, il y a peut-être des choses à faire, mais c'est pour ça que c'est vraiment important en fonction des régions et de la situation de contacter un conseiller en évolution professionnelle qui puisse faire un accompagnement sur mesure et un plan d'action sur mesure et se mettre en contact avec les différents interlocuteurs du territoire. Est-ce que ça répond à votre question, Elisabeth? Oui, merci. Voilà. Alors ici, contrat d'apprentissage, ok. Donc ça reprend un petit peu ce qui est dit tout à l'heure. Voilà, c'est un peu la même chose. Travailleurs handicapés reconnus, voilà, pour les contrats de travailleurs handicapés, les créateurs d'entreprises et les sportifs de haut niveau, ils peuvent rentrer dans le contrat d'apprentissage. Pour les formations, en fait, une fois de plus, c'est des formations reconnues, tout simplement reconnues. Les durées, bon, c'est un peu les mêmes que tout à l'heure. Et ici, pareil, pour les aides, vous pouvez financer l'OPCO. Et la rémunération, bien sûr, c'est en fonction de l'âge. Et il y a une aide de 6 000 €. Les diapos sont un petit peu similaires, donc je la passe. Voilà. Alors, le contrat PROA, ça, vraiment, en fait, c'est dédié. Alors, la date limite, pour l'instant, des 6 000 €, pour l'instant, c'est fin 2023, ma connaissance. Qu'est-ce que tu dirais, Delphine? Idem, fin 2023. Ouais, pour l'instant, on n'a pas les infos pour la suite. Voilà. Il faut que le dossier soit préparé avant 2023. Rapprochez-vous de votre OPCO pour définir ça, parce que l'année dernière, en fait, en 2022, un peu dans les mêmes dates, j'ai eu un cas similaire. La personne commençait son contrat en 2023, mais on n'avait pas encore la réponse de savoir si les dispositifs allaient être prolongés, mais elle a fait les démarches en amont pour bénéficier du financement. Donc, voilà. Le PROA. Le contrat PROA, en fait, c'est destiné aux salariés du CDI, c'est destiné aussi aux salariés en contrat unique d'insertion, aux sportifs et entraîneurs professionnels en CDD, et c'est dédié aux salariés dont le niveau de qualification est équivalent ou inférieur au niveau licence, c'est-à-dire Bac+3. Donc, les formations, en fait, c'est des formations reconnues au RNCP, une fois de plus, c'est un peu comme les autres. Voilà, la durée, c'est pareil. Il y a 6 à 12 mois. Il y a des exceptions. Enfin, les jeunes de 16 à 25 ans, en fait, ça peut aller jusqu'à 36 mois. Voilà, il y a différents types de durées en fonction de la situation de la personne. Et les financements, une fois de plus, c'est l'OPCO, en fait, qui va pouvoir vous aider à mettre des actions de formation et à vous donner, en fait, en fonction de la branche, les aides que vous pourrez avoir. Nous sommes, nous, conseillers en évolution professionnelle, en contact régulier avec les différents OPCO, les 11 dont on vous a parlé. Donc, sur le territoire, en fait, on a des interlocuteurs avec lesquels on pourrait faciliter la relation, la mise en relation.
Juste pour préciser, justement, Emmanuel, ah non, attends, on va pouvoir peut-être. Non, non, c'est pas grave, comme tu parlais de l'OPCO. C'est vrai que quand il est indiqué, vous pouvez solliciter votre OPCO, là, on est vraiment sur le public entreprise, c'est-à-dire qu'un particulier, un salarié, ne doit pas appeler l'OPCO, puisqu'en fait, l'OPCO, lui, va échanger davantage avec l'entreprise et non pas avec le salarié individu. Et donc, la proie, effectivement, sur le temps de travail, Eulalie demande, même si l'alternant commence en janvier 2024, rapprochez-vous de votre OPCO pour cette question-là. Mais pour moi, si le SERFA est rempli avant, c'est possible. Mais j'ai mis des réserves parce que c'était peut-être une exception avec l'OPCO avec qui j'ai fait ça. Voilà. Avec qui j'ai mis ça en place en fin 2022. Géraldine demande, le proie est donc pendant le temps de travail? Oui. Oui, tout à fait. C'est pendant le temps de travail. C'est du travail. Ouais. Natacha demande, la formation de la proie se fait avec une école également. Donc, effectivement, hein, on est bien sur de l'alternance hein, avec le proie. Donc, il y a une partie qui se fait en entreprise et une partie qui se fait en organisme de formation. Et Fadila demande, une entreprise peut-elle solliciter un CEP pour l'aider sur l'accompagnement d'un projet de transition de Transco, d'accord? Et cette aide est-elle payante? Alors, pour la mise en place de Transco, l'entreprise peut solliciter le CEP, mais elle devra faire la démarche auprès de Transition Pro et puis auprès, je crois, de la DRETS. C'est ça, Emmanuel, tu es d'accord avec moi? Transition. Mais le premier interlocuteur, c'est Transition Pro. Exactement. Après, va donner toutes les indications, le mode d'emploi, etc. Et le CEP rentre un petit peu plus tard. Et cette aide est-elle payante? Non, non. Au départ, la prise de contact avec Transition Pro de la part de l'entreprise est gratuite, en fait. Hein, et c'est vraiment rentré dans un dispositif. En fait, c'est-à-dire que l'entreprise doit être inscrite sur des listes pour qu'ensuite les salariés puissent bénéficier du dispositif Transco. Il y a une autre question, en fait. Oui, vas-y. Existe-t-il des aides pour les salariés avec des diplômes supérieurs à la licence en cas de reconversion? Là, franchement, c'est du sur-mesure. Et là, la seule réponse, c'est aller voir un conseiller parce qu'il y a toujours, évidemment, il y a le plan de transition professionnelle. L'ancien CIF, congé individuel de formation, c'est peut-être un peu plus connu sous ce nom-là. Mais grosso modo, ça pourrait être une solution. Mais je réponds comme ça sans connaître votre situation, rien du tout. Mais ce serait intéressant de voir sur mesure. Le plan de transition professionnelle permet à tout salarié de bénéficier, en fait, d'aller en formation et de rester rémunéré. C'est un congé formation. Aujourd'hui, ça s'appelle plan de transition professionnelle. C'était Agnella qui demandait ça. Oui. Voilà. Alors, il y a encore des choses dans ce... Véronique demande, l'employeur peut-il refuser le PROA? Oui, en fait, hein, c'est une personne, ça pourrait être très bien un demandeur d'emploi qui veut trouver en fait une entreprise. Il peut demander à une entreprise lambda et l'entreprise ne pas accepter la demande. Et oui, il devra trouver dans ces cas-là un autre employeur. Mais ça pourrait très bien être un salarié. Ça peut être aussi une négociation, hein, c'est-à-dire un salarié qui est dans une entreprise et effectuer un PROA, et dans ces cas-là, il y a quand même ajustement du contrat, voilà, puisque les modalités d'exercice peuvent être différentes. Et il y a quelqu'un qui demande si la PROA n'est pas pour les bac plus 5. Effectivement, c'est limité jusqu'au bac plus 3. C'est ça. Voilà, égal ou inférieur au bac plus 3. Exactement. Voilà. On passe à la FEST. C'est ça. Alors, formation en situation de travail. En français dans le texte, comme c'est dit, tutorat ou formation, action de formation, c'est ça, action formation. On est en situation de travail. Le E, c'est en situation, c'est ça, hein, Delphine? C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ça. Si j'avais un doute d'un seul coup. Donc le principe en fait, c'est que vous êtes dans l'entreprise, hein, et que vous avez en fait un tuteur en fait qui va vous accompagner, vous aider à vous former. Ça peut être alterné avec alors évidemment toutes les séquences sont tracées, hein, parce que ça permet en fait de se former, hein, d'avoir un objectif de formation. Donc ça reste carré. Il y a un plan de formation qui est mis en place. Il y a un positionnement initial qui est réalisé. Il y a différentes séquences qui sont mises en place avec le tuteur et autres dans l'entreprise, et ça permet en fait d'évaluer des acquis par exemple, mais de se former aussi sur le terrain ou en externe.
Tu veux rajouter des choses, Delphine, ou... Non, non, tout est dit. Ok. Donc, à la main du salarié. Et donc, les dispositifs qui sont à la main… Alors, attends, juste peut-être avant d'aller plus loin, Natacha, qui prépare la formation pour la FEST? Qui prépare la formation pour la FEST? Je ne sais pas si je comprends bien la question. C'est le service RH de l'entreprise, en fait, qui va préparer un plan de formation avec le salarié en fonction de la stratégie, besoin de l'entreprise et du salarié. Delphine, qu'est-ce que t'en dis? C'est ça. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui, soit avec l'OPCO, soit avec le service formation, en tout cas service formation RH, qui vont établir un plan de formation et avec un organisme de formation et avec les périodes en formation et les périodes sur site. Merci Odile pour votre réponse. Effectivement, l'OPCO est aussi là pour aider l'entreprise à mettre un plan de formation en place. Et ça, je pense que, et effectivement, elle parle d'Atlas, Odile, mais les autres aussi, ils sont vraiment là pour aider l'entreprise à mettre en place ce genre de choses. Ouais. Alors, il y a aussi une question dans les questions. C'est la FEST ou l'ingénieur à FEST qui est financé? Les deux? Non? C'est une bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire les deux. Je pense que ça vaudrait peut-être le coup d'aller chercher plus précisément, mais comme ça, je dirais plutôt les deux. Ouais, moi aussi, je dirais spontanément les deux, c'est ce que j'ai dit, mais à vérifier quand même parce que j'ai jamais eu cette question et généralement, quand j'ai une question à laquelle que j'ai jamais eu, je cherche à la vérifier. Hein, donc, je vous encourage à le faire parce que avec les réserves qui s'imposent quand on n'a pas vérifié pour l'instant, voilà. On va passer aux dispositifs qui sont à la main du salarié, donc le compte personnel de formation, donc qui est alimenté chaque année dans la limite de 500 € par an pour un salarié qui travaille en équivalent mi-temps annualisé. Ce crédit peut être majoré de 300 € pour les personnes qui bénéficient d'une RQTH et pour les salariés non qualifiés sont compris dans les salariés non qualifiés les niveaux inférieurs au bac. Hein, donc les niveaux 6 et 5. Je t'interromps, Laetitia confirme en fait les deux pour la FEST et l'ingénierie qui sont financés. Donc Laetitia qui est dans le public nous confirme que les deux sont financés. Parfait, merci. Merci Laetitia. Merci. Pardon de t'avoir interrompu, Delphine. Pas de souci. Donc mon compte formation. Donc on a tous un compte individuel sur lequel on peut consulter facilement le solde, dans lequel on peut également déclarer sa situation, notamment si une RQTH arrive en cours. Si vous ne modifiez pas le contenu de votre compte, celui-ci ne tiendra pas compte de votre RQTH et donc vous ne serez pas crédité des plus ou majoré des 300 € avec cette RQTH. Il permet de rechercher les offres de formation et donc d'acheter votre formation. Le plus du CEP par rapport au CPF, c'est vraiment d'aider le salarié à activer, à mobiliser son compte personnel de formation. Vous savez aujourd'hui qu'il y a une identité numérique à réaliser pour pouvoir monter les dossiers de financement de formation. Il y a une question dans le chat à laquelle j'ai répondu tout de suite. Un salarié qui intègre une nouvelle entreprise, conserve-t-il le montant de son compte CPF? Oui, alors le compte CPF, c'est à vie. Vous le perdez le premier jour de votre retraite. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et il a quand même un plafond, ce CPF, c'est-à-dire qu'il a un plafond de 5 000 € pour des salariés, les salariés. À partir du moment où il y a une RQTH et pour les salariés non qualifiés, il peut monter jusqu'à 8 000. Donc, à partir du moment où on arrive au plafond, eh bien, on ne créditera pas davantage. Alors, il y a Odile qui pose une question. Il me semble que la limite de 5 000 € ne prend pas compte de l'ancien transfert du DIF en CPF. Ou bien je me trompe. Alors, effectivement, alors la limite, le plafond… Si, c'est-à-dire qu'en fait, alors aujourd'hui, de toute façon, vous ne pouvez plus du tout le faire, mais quand on pouvait effectivement transformer le DIF, les heures DIF en euros et pour qu'ils soient intégrés dans le compte CPF, de toute façon, on était déjà plafonné à 5 000 €. Donc, ça tient bien compte de la transformation du DIF. Ouais. On avance un peu. Demandeur d'emploi, le CPF est-il alimenté chaque année? Alors, le CPF, c'est en fonction d'heures travaillées, pardon. Oui, tout à fait. C'est uniquement sur les heures travaillées. Si vous n'avez pas travaillé, en fait, il n'y en aura pas. Par contre, si vous avez travaillé, par exemple, en intérim, ce sera au prorata du temps travaillé.
Voilà. Oui, c'est ça. À partir du moment, de toute façon, où vous avez travaillé à minima sur un mi-temps annualisé, vous créditez les 500 €. Voilà. Et sinon, voilà, non, je pense qu'on a… Ouais. Je vais passer au slide suivant puisque je vois le temps qui passe. Voilà. Alors, les actions qui sont éligibles au CPF, bon, bah, sont de tous ordres, hein, mais quand même, donc des formations certifiantes et qualifiantes. Donc, on va retrouver sur les 2 répertoires qu'on a indiqués tout à l'heure pour la validation de blocs de compétences, pour les bilans de compétences, pour CLEA dont on va parler tout à l'heure, pour certains types de permis, mais pas pour tous. Les formations, donc plutôt permis B et poids lourd, hein, mais pas pour le permis bateau, par exemple. Moi, j'ai eu des demandes pour des permis bateau. Je crois qu'on c'est pas mentionné là, mais de mémoire, on n'a pas retrouvé avec un financement CPF. Tu valides, Emmanuel? Excuse-moi, j'étais en train de lire le chat. Est-ce que tu pourrais répéter ce que tu viens de dire? J'ai pas écouté. Hormis le permis B, permis poids lourd, on ne peut pas mobiliser le CPF? Non, non, pas pour l'instant. Ok. Les formations liées à des missions de bénévolat, pour des formations, par exemple, à la création ou à la reprise d'entreprise, pour la VAE. Enfin, voilà. De toute façon, on retrouve dans nos comptes CPF toutes les formations qui sont éligibles au compte CPF. Alors, il y a Sylvie, en fait, qui nous met que le permis moto sera finançable avec le CPF en janvier 2024. Tout à fait, mais ça ne l'est pas pour l'instant. Tout à fait, Sylvie. Tout à fait, tout à fait. Je passe à la diapo suivante. Oui, 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 s'il te plaît. Donc, ce CPF, il peut être en fait abondé. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple aujourd'hui, vous avez 3 000 €, vous pouvez augmenter cette somme-là pour une formation, pour un dossier de financement de formation que vous souhaiteriez monter qui pourrait par exemple être au-delà de 3 000 €, soit par le C2P, donc le compte professionnel de prévention. Donc ça, c'est pour les personnes qui peuvent créditer des points à travers un emploi qui serait dit à risque. Et donc, il y a vraiment une liste des emplois et des conditions de travail, en tout cas, des conditions indiquées sur cette liste-là, qui sont peu nombreuses. Hein. Je crois qu'il y a 6 ou 8 critères aujourd'hui pour créditer des points sur votre C2P. Il y a les abondements, donc notamment dans le cas d'accidents du travail et de maladies pro. Et donc là, c'est vraiment avec les acteurs de la santé. Il peut y avoir le droit complémentaire, donc le CEC, le compte engagement citoyen. Quand par exemple vous avez des missions bénévoles, que vous êtes élu dans votre commune, par exemple. En fait, là aussi, vous allez créditer des euros qui vont pouvoir s'additionner en fait à ce que vous avez aujourd'hui dans votre compte CPF. Et puis également, les employeurs et les OPCO peuvent apporter donc des dotations volontaires pour un dossier spécifique de formation ou des abondements correctifs si l'entreprise ne satisfait pas à un entretien tous les 6 ans. Et puis, il peut y avoir des abondements volontaires. Hein, si par exemple, vous avez une formation dont le coût serait à 5 000 €, vous avez 3 000 sur votre compte CPF, votre employeur peut abonder volontairement les 2 000 restants. Il y a une question, Delphine, dans le chat, enfin dans le questionnaire. Quid de l'alimentation du CPF pour les temps partiels? Comme je l'ai évoqué pour l'intérim, j'aurais dû rajouter temps partiel, c'est au prorata du temps. Il faut savoir en fait que votre CPF, il est calculé, c'est pas l'entreprise qui verse directement sur votre compte, c'est calculé grâce aux cotisations salariales du salaire que vous avez reçu. Donc c'est calculé automatiquement. C'est ça. Et en fait, alors, restez quand même en veille de ce qui vous est crédité sur votre compte, mais les choses se font naturellement, c'est-à-dire sans vous et sans l'entreprise en direct sur votre compte. Alors, le PTP, qui est aussi un dispositif à l'initiative du salarié, donc c'est le projet de transition professionnelle. Il est porté par Transition Pro, hein, qui est donc l'organe régional de financement de formation et qui peut intervenir aussi sur d'autres dispositifs. Il y a des conditions à satisfaire pour pouvoir disposer prétendre au PTP. Donc, en CDI, en CDD, en intermittent ou en intérimaire. L'objectif quand même, c'est d'être sur un changement de métier ou de profession, de vouloir utiliser ce PTP pour une formation certifiante éligible au CPF. Elle peut se réaliser, cette formation, sur le temps de travail ou en dehors. Si vous la réalisez sur le temps de travail, il vous faudra nécessairement l'autorisation d'absence de l'employeur. Et il y a donc 3 volets à remplir dans ce dossier. Le bénéficiaire, donc le salarié, l'organisme de formation et puis l'employeur si la formation se déroule sur le temps de travail. Le financement qui est pris en charge par Transition Pro, et c'est donc la rémunération. En fait, il y a un remboursement auprès de l'employeur, c'est-à-dire que
Le salarié, pendant la formation, reçoit son salaire de la même manière qu'avant formation. Et l'entreprise est remboursée du montant du salaire par Transition Pro. La prise en charge des coûts pédagogiques est réalisée également par Transition Pro. Elle est plafonnée globalement à 1200 heures ou un an temps plein. Et puis, Transition Pro peut également participer aux frais annexes à la prise en charge d'autres éléments comme l'hébergement, les trajets. Par contre, vous pensez bien que si dans votre dossier, vous demandez cette participation à votre Transition Pro, ça alourdit votre dossier. C'est-à-dire que ça augmente le coût de prise en charge et que Transition Pro va étudier lors d'une commission votre dossier au regard d'autres dossiers qui seront à passer sur la commission. Et donc, Transition Pro ne peut pas accepter le financement de tous les dossiers qui passent sur la commission. Donc, en fait, il y a quand même de la stratégie et à réfléchir si vous demandez ou non la participation à des frais annexes. Et puis, si la formation se déroule hors temps de travail, eh bien, évidemment, seuls les coûts pédagogiques seront pris en charge par Transition Pro. En tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas refuser la demande de PTP de votre salarié, mais vous pouvez reporter votre accord dans une limite maximum de 9 mois et sous des conditions particulières. Dans le cadre du PTP, le CPF du salarié est totalement absorbé par Transition Pro et porté dans un pot commun. Donc, ça veut dire que si vous avez 3 000 € dans votre compte CPF et que la formation coûte 9 000 €, vous ne pouvez pas dire, eh bien, ma formation va plus coûter que 6 000 € près de Transition Pro. Non, vos 3 000 € de CPF seront complètement pris par Transition Pro et portés dans un pot commun et non pas défalqués directement du coût de votre formation. Et je vous recommande fortement d'être, pardon, je rajoute en complément Delphine, je vous recommande fortement d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle là aussi, parce que stratégiquement, peut-être qu'avant de vous lancer en PTP, vous pourriez peut-être mobiliser votre CPF pour peut-être faire une VAE en amont, pour minimiser le coût et la durée totale du plan de formation en PTP, ou alors faire une formation en amont dont vous avez besoin. Si on reprend l'anglais, hein, pour cette formation, j'aurais besoin de parler anglais couramment. Peut-être que stratégiquement, ce serait intéressant de construire quelque chose. Donc là, franchement, si vous le faites, je vous conseille en fait de faire appel à un conseiller en évolution professionnelle. Soit vous avez toutes les billes et vous n'avez plus besoin, c'est juste un one shot, juste un seul rendez-vous. Soit vous estimez qu'il y a que vous avez besoin d'un peu de temps pour construire ce projet. Fadila, je vous ai répondu directement dans le chat. Est-ce qu'il y a des dérogations à la mobilisation du CPF dans le cas d'un PTP? Non, malheureusement. C'est-à-dire que au moment où vous montez votre dossier PTP et qu'il est étudié par la commission et qu'il est accepté par la commission, Transition Pro absorbera à l'instant T tout ce que vous avez sur votre compte CPF et qui n'est pas mobilisé par ailleurs pour une autre formation. Un autre dispositif mobilisable par le salarié qui est le bilan de compétences. Donc, le bilan de compétences qui comprend, on va se dire à peu près 3 phases et qui est bien l'analyse des attentes, la phase d'investigation pour vraiment identifier vos motivations, travailler un projet, définir des perspectives d'évolution, et puis la phase de conclusion qui est la confrontation à la réalité, la faisabilité de votre projet. On est sur des choses très très concrètes, un plan d'action et un document de synthèse. Donc, ce bilan de compétences est totalement finançable par votre compte CPF. Il dure maximum 24 heures et suit à peu près 3-4 mois. Le petit plus du CEP, c'est bien de vous aider à clarifier l'objectif du bilan, à choisir un organisme de bilan de compétences et son financement. La grosse différence entre le CEP et le bilan de compétences, c'est que le CEP, en fait, on est sur le conseil, on ne rentre pas sur l'analyse. Et le bilan de compétences, on est sur l'analyse des compétences. Et ça dure plus longtemps. Et on est sur une durée, tout à fait. Je te rejoins, on est sur une durée beaucoup plus longue. Quelle démarche dans le cadre du bilan de compétences? Donc, si vous souhaitez utiliser votre compte personnel de formation, vous pouvez réaliser le bilan de compétences complètement en dehors de votre temps de travail. Et dans ces cas-là, l'employeur n'est jamais informé de votre démarche. D'ailleurs, le cabinet de bilan de compétences a obligation de ne pas informer votre entreprise. Et si par contre, vous souhaitez le réaliser sur votre temps de travail, il nous faudra impérativement l'accord de l'employeur.
Si le bilan de compétences est financé par le plan de développement des compétences, eh bien, il faut évidemment le consentement du salarié. Il y a une convention tripartite qui s'établit, donc entre le salarié, l'employeur et l'organisme prestataire de bilan de compétences. On peut passer, alors les 2 prochains slides concernent la VAE. Je vais faire un peu rapide sur la VAE puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une réforme de la VAE qui se met en place à partir de janvier 2024. Donc aujourd'hui, on est un petit peu sur l'ancien système. Tu peux passer à la slide suivante, Emmanuel. En fait, l'ancien système qui nous amène donc d'abord à identifier la bonne certification. Donc le point 1 jusqu'à la fin du point 2 peut être fait dans le cadre d'un accompagnement CEP. C'est-à-dire que le conseiller CEP peut vous aider à identifier la bonne certification, donc à prendre contact avec l'organisme certificateur et puis à vérifier que vous répondez bien et au contenu de la certification et aux critères d'éligibilité qui sont pour l'instant 1 an d'expérience en lien direct avec la certification. Ce critère-là d'1 an, par exemple, va sauter à partir de janvier 2024. Donc, jusqu'au 31 décembre 2023. En fait, vous pouvez contacter un conseiller CEP qui va vous accompagner sur la complétude du livret 1 et l'envoi du livret 1 au certificateur. Ensuite, pour le point 3, c'est-à-dire sur l'accompagnement, sur la rédaction, du livret 2, vous pouvez être accompagné par un cabinet ou par le certificateur, et ça, ce sont des éléments qui peuvent être discutés avec le CEP en amont. Et puis, cet accompagnement va jusqu'au passage devant le jury. Ce passage devant le jury peut vous permettre soit d'obtenir une validation totale de la certification, soit une validation partielle, c'est-à-dire qu'on peut être sur des blocs de compétences et auquel cas les blocs qui vous manquent, eh bien, réfléchir un peu stratégiquement à la manière de les obtenir, soit par un emploi avec des missions qui vous permettent de combler ce qui vous manque, ou peut-être d'aller acquérir les blocs manquants en formation. Vous pouvez aussi ne rien valider du tout à l'issue du passage devant le jury. En général, quand vous êtes quand même accompagné à la rédaction du livret 2, c'est plutôt rare de n'avoir aucun bloc validé à l'issue du passage devant le jury. Merci Delphine. Alors, en tout cas, juste pour clôturer pour cette VAE, en fait, la réforme, effectivement, c'est prévu que ce soit en 2024, mais ça ne peut pas autant que ce sera janvier 2024. Donc, moi, je vous recommande, peu importe la situation, de contacter un CEP pour savoir, en fait, si effectivement le diplôme que vous visez est encore sous l'ancienne mouture, c'est-à-dire celle présente, ou si elle bénéficie déjà de la réforme. Voilà. Alors, on peut juste se dire, pour terminer complètement l'idée de la VAE, le sujet, c'est qu'un portail France VAE est mis en œuvre dès maintenant, en fait, et qui présente justement cette réforme et qui est accessible à tous. Merci Delphine. Alors, Cléa. Alors, Cléa, en fait, c'est une certification officielle qui atteste des connaissances de base dans ce domaine. Et ça, c'est vraiment intéressant à faire. Moi, je l'ai souvent mis en place, en fait, notamment sur le numérique. Donc, je commence par là. En fait, quelqu'un, en fait, veut avoir des compétences de base et les faire reconnaître officiellement, il peut suivre cette formation. Ça va être la même chose, en fait, pour quelqu'un. J'ai eu ça aussi il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui avait besoin, en fait, d'un niveau CAP pour intégrer une formation. Eh ben, la personne, elle a passé compétences clés A, compétences socle, donc les 7 compétences, la communication en français, le calcul, l'informatique et le numérique, travailler dans les règles définies de travail d'équipe, travailler en autonomie sur un projet avec un objectif individuel, apprendre tout au long de la vie, en fait, et maîtrise des gestes et postures, hygiène et sécurité. Donc voilà, c'est vraiment des choses qu'on peut penser basiques, mais qu'on a besoin de savoir, en fait, qu'on a validé. Et cette personne, enfin la dernière personne que j'accompagnais là-dessus, elle en faisait tout un monde, et en fait, quand elle me dit « Ah, mais j'ai le niveau !» Et au-delà de passer, au-delà de la capacité de passer, d'avoir le droit de passer l'examen, l'entrée en examen pour ce diplôme-là, elle était vraiment satisfaite et ça lui a permis de reprendre confiance. Hein, voilà, donc il y a la même chose en fait pour le management. Donc ça permet aux gens, par exemple, qui n'ont pas, on va dire, quelqu'un qui a évolué en interne dans l'entreprise, et puis il a toujours le même intitulé de poste, et il a fait du management et il aimerait en fait vérifier effectivement, alors pas vérifier, mais valider qu'il a ça,
ou aller vers ça. Il pourrait commencer par ça en externe, c'est finançable avec le CPF, pour accéder à un autre poste. Voilà, j'ai des compétences clés en management, c'est certifié, c'est reconnu. Certifié, ça veut dire reconnu officiellement de manière nationale. Alors, ça y est, on arrive au bout. On va terminer par un petit focus sur le CEP. Je vois le temps qui passe et les quelques questions auxquelles on n'a pas répondu encore. Donc, le CEP, rapidement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un dispositif d'appui pour tous les salariés indépendants, notamment auprès des services du groupement Évolution, pour faire le point sur sa situation professionnelle et pour envisager une stratégie visant l'évolution professionnelle. Les rendez-vous sont toujours gratuits, c'est-à-dire qu'on ne prend pas dans le CPF des personnes. Les rendez-vous sont confidentiels, ils sont évidemment neutres et impartiaux, et puis les lieux d'accueil sont toujours accessibles aux personnes à mobilité réduite. Selon en fait votre situation, vous avez accès à différents opérateurs qui délivrent le CEP. Donc, pour les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants, donc vous avez en fonction de vos régions les différents opérateurs. Donc, vous avez donc le groupement Évolution globalement plutôt pour l'ouest de la France, le réseau EVA pour une bonne partie du reste de la France. Après, il y a quelques spécialités comme voilà les dom-tom, etc. Donc, ça, vous pouvez retrouver très vite de toute façon en allant chercher sur mon CEP, vous allez voir de quel opérateur vous dépendez. Si vous êtes cadre, vous pouvez contacter l'APEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, uniquement le Pôle emploi. Si vous êtes jeune, c'est-à-dire moins de 26 ans, vous avez la mission locale qui vous accompagne dans le cadre du CEP, qui va délivrer le conseil en évolution professionnelle pour vous. Et puis, si vous êtes personne reconnue, travailleur handicapé et pour qui le handicap est vraiment le frein majeur à la reconversion, vous dépendrez de Cap Emploi. L'objectif du CEP, il est multiple en fait. Il va concerner de toute façon toutes les questions d'ordre professionnel, mais les objectifs pour le solliciter peuvent être l'évolution professionnelle, qu'elle soit interne ou externe, le développement des compétences, la reconversion ou la transition professionnelle, la reprise ou la création d'activités. C'est vrai qu'on n'a pas focusé beaucoup sur cet élément-là, mais malgré tout, ça peut être un souhait de salarié de pouvoir créer l'activité et puis quelquefois même être sous-traitant de son activité, de son employeur actuel. La certification professionnelle à travers la VAE par exemple, et puis la mobilité interne ou externe. Comment est-ce que l'on peut, comment se déroule finalement le CEP? On est bien sur un conseil individualisé et adapté qui permet à la personne d'exprimer son besoin, d'accéder à un premier niveau d'information et puis identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner. C'est vrai que le CEP permet vraiment d'organiser finalement ces démarches, de les mener dans des étapes qui sont logiques et cohérentes, d'identifier aussi les acteurs et les interlocuteurs pour chacun des dispositifs. Et puis, l'accompagnement permet vraiment d'accéder à toute information utile et puis de construire ce plan d'action et d'être accompagné dans sa mise en œuvre. Il vous est conseillé de prendre rendez-vous avec un conseiller CEP en allant sur le site de moncep.org, ce que je vous indiquais tout à l'heure. Ça y est, nous sommes dans les clous, il est 15h58. Bon, alors désolé encore d'avoir parlé très vite toutes les deux. Oui. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a demandé dans le chat, je ne sais plus où, est-ce que la certification CLEA peut être valable pour le français? Oui, bien sûr, pour quelqu'un d'étranger qui veut valider un socle de compétences en français, c'est tout à fait ça, certification CLEA. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois, oui. Alors, dans le chat, grand merci à vous, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci, même si ça va être très rapide. Bon, merci à vous tous pour votre participation et vos nombreuses questions. Merci pour les pouces qu'on voit défiler sur l'écran. Merci beaucoup. N'hésitez pas en tout cas à revoir et à aller chercher les informations, donc soit sur la chaîne YouTube de l'événement, des semaines de l'évolution professionnelle, ou directement sur le site internet des semaines de l'évolution professionnelle. Vous y retrouverez les différents les webinaires qui ont eu lieu là pendant ces 2 semaines.
Voilà. Et si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez que quelqu'un vienne présenter le CEP en entreprise, c'est tout à fait possible. Vous pouvez contacter un conseiller CEP de votre région. Vous appelez la plateforme, on vous donnera ces renseignements. Et si vous êtes un salarié ou indépendant, vous pouvez nous contacter directement avec le numéro vert. J'ai vu juste dans le chat que quelqu'un disait que les replays n'y étaient pas encore. Absolument. Soit ils y sont ce soir, soit ils y seront lundi. Voilà, ils arrivent en tout cas. Bon, merci Delphine. Merci Emmanuel, merci à tous. Et puis, bonne fin d'après-midi à tout le monde et quelles que soient les régions dans lesquelles vous vous trouvez, venteuses ou moins, puisque j'ai vu qu'à Toulouse, le vent était très, très présent. Donc, bonne fin d'après-midi à tous. Merci, bon week-end à vous aussi. Bon week-end. Au revoir.